Cette première diapo avec ce titre, donc l'Himalaya et ses populations face au réchauffement climatique. Il y a le réchauffement climatique, certes, il y a plein d'autres enjeux qui sont dans cette région particulièrement prégnants depuis un certain nombre d'années, depuis toujours, on pourrait dire, mais depuis un certain nombre d'années, depuis une quarantaine d'années en particulier. Donc, on propose de le faire à deux voix et puis avec le complément après et les interventions de ceux qui travaillent sur cette région-là. Je pense justement à Joël Smadja, Olivier Aubrio et Romain Balado, notamment. Voilà, donc Olivier est géographe et dont membre actif et très actif, je pense même, de l'association Himalayan Héritage. Et puis moi-même, donc je suis médiateur scientifique et culturel à Terre et Océan. Mais on va y revenir un tout petit peu sur ce qui nous amène l'un et l'autre à présenter ce sujet. Alors l'Himalaya et ses populations, c'est au sens large, au sens même tout à fait régional, même s'il y aura évidemment des points plus précis sur les territoires du Sikkim, peut-être également sur le Népal. En fait, moi, pour le Népal, je me suis principalement basé sur les lectures, car j'ai fait peu de terrain au Népal, mais surtout au Sikkim pendant ma thèse et après ma thèse. Donc, Odyssée, le projet dans lequel s'insère en fait cette présentation, met en avant donc ces connexions territoriales autour des ODD, Objectifs de développement durable, et avec une thématique prégnante qui est les irrégularités climatiques, avec l'idée de contribuer à les mettre en lumière, parce que c'est vrai que le changement climatique, c'est d'abord, et le climat de façon générale, d'abord c'est les irrégularités qui auraient tendance à accélérer, à être peut-être aussi difficiles à cerner pour certaines d'entre elles. Donc les mettre en lumière, les atténuer, s'y adapter, c'est des enjeux qui ont de tout temps été importants pour l'espèce humaine, je dirais, de façon générale, et tous les êtres vivants sur la planète, mais c'est encore plus sans doute important dans les temps qui viennent, et qui risquent d'être peut-être un peu plus chaotiques, un peu plus irréguliers. On a repris cette figure, donc, ce qui sort du rapport 2007 du GIEC et qui montre cette courbe de Gauss en fait, de répartition. Cette figure, donc, ce qui sort du rapport 2007 du GIEC et qui montre cette courbe de Gauss en fait, de répartition de température, par exemple. Et en fait, réchauffer le climat, c'est écraser cette courbe, c'est-à-dire augmenter l'irrégularité et surtout la décaler un petit peu vers la droite, c'est-à-dire plutôt vers le chaud. Bon, ça, c'est évidemment la théorie moyenne, mais c'est déjà une première idée. Le climat, comme on l'a vu, comme on l'a dit, et notamment dans des zones hydroclimatiques particulières, le Sahel, on l'avait évoqué déjà il y a quelques semaines, et toute la région himalayenne sont sensibles donc à ces irrégularités à l'échelle annuelle, à l'échelle interannuelle, à l'échelle décennale, à l'échelle alors encore plus sur des plus grandes échelles encore. Et l'idée de cet éclairage qui pourrait passer par un échange direct entre les jeunes et pourquoi pas les moins jeunes également, puisque l'échange territorial peut concerner les écoles et les collèges et les lycées, et c'est de ça dont on veut parler un petit peu plus aujourd'hui, mais également les territoires. Donc ces échanges thématiques pourraient amener aussi à construire, ou en tous les cas à initier d'autres types de relations que les relations qui sont parfois un peu déformées que l'on peut avoir d'un côté avec l'Afrique de l'Ouest, on en avait déjà parlé au mois d'avril, et puis aujourd'hui avec quelques populations d'Asie, notamment l'Inde et le Bangladesh dont il sera question. Donc voilà, comme je disais, cette conférence fait écho à celle que j'avais faite déjà le 8 avril donc sur le Sahel, et donc avec cette deuxième zone hydroclimatique sensible définie autour et en aval, on va dire, et aussi sur le massif de l'Himalaya, qu'il soit sur le plateau ou sur ses contreforts. Voilà, alors Olivier, je te présente rapidement, si tu pourras rajouter. Olivier donc, a fait une thèse de doctorat en géographie à Bordeaux 3, donc Bordeaux-Montaigne aujourd'hui, sur les paysages, c'est le titre exact, le paysage bouddhiste de l'ouest du Sikkim, donc avec ses représentations spatiales et ses enjeux identitaires. Et depuis, donc, pendant d'ailleurs ce travail, tu as fait des missions donc, au Sikkim, des conférences, des formations, en particulier avec un partenariat avec les chercheurs de l'IRD. Et ces dernières années, donc, par des reportages, je suis allé sur quelques-unes de ces régions, en Inde, au Bangladesh, au Cambodge et au Vietnam également, pour ce qui est de ce qui découle, on va dire, de ce grand massif himalaya. Voilà, alors l'Himalaya, c'est le séjour de la neige, paraît-il, et aussi ça a une grande portée symbolique, mais ça, je pense que, Olivier, tu y reviendras, et peut-être d'autres intervenants.
avec des paysages de contreforts, de montagnes évidemment, de hautes montagnes pour le coup, c'est la plus haute montagne du monde, la plus haute chaîne de montagnes, avec une histoire très particulière. Alors voilà, des photos de près, de loin, avec plusieurs pays aussi qui sont concernés par la chaîne elle-même et puis par ce qui en découle, l'Inde en particulier, mais pas que. Alors l'Inde en particulier avec cette carte globale qui donc montre à la fois le sous-continent indien avec d'autres pays, alors d'autres pays aujourd'hui en tous les cas, comme le Pakistan, et le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh, la Birmanie. Alors tout ça, c'est vraiment le sous-continent indien tel qu'il est défini d'un point de vue, on va dire, géologique. Mais après, bon, un petit peu plus loin, il y a également donc la Birmanie, j'en ai parlé un petit peu, mais également le Laos, le Cambodge et le Vietnam, avec des réseaux hydrographiques qui découlent de cette plateforme, de ce grand massif himalayen, avec évidemment des hauteurs inégalées ailleurs dans le monde, avec bien sûr l'Everest, mais également le K2, et puis l'Annapurna, pour ne citer que les principaux à 8000, plus de 8000 mètres d'altitude, donc des proportions qu'on n'a pas évidemment en Europe, mais à peine la moitié. Voilà, l'Inde, c'est aussi une problématique, l'Inde et ses voisins et toute la région, de population, donc une démographie importante, la population mondiale et en même temps une potentialité en eau qui ne correspond pas, alors après avec des diversités selon les régions, qui ne correspond pas forcément au même pourcentage que la population, mais on y reviendra un petit peu sur certains points. Voilà, c'est un massif relativement jeune d'un point de vue géologique, avec donc une plaque qui s'est rapprochée de la plaque eurasienne petit à petit au cours des derniers, à partir de 80 millions d'années, et puis petit à petit, et puis finalement c'est sur les 10 derniers millions d'années que la connexion réelle s'est faite avec une zone encore avec une grosse activité sismique. On voit ici les hauteurs donc au Pakistan de glaciers vers le K2, et puis un peu plus bas en altitude, je veux dire, et un petit peu plus à l'est, le lac Tsambo au Sikkim. Donc, Oui, le lac du Zangou, en fait, se situe dans la partie est du Sikkim, à la frontière avec le Tibet et de l'autre côté le Bhoutan. Oui. C'est un lac d'altitude, en fait, donc dans la zone de haute montagne. Voilà, donc des glaciers, des lacs glaciaires, donc déjà de l'eau sous deux formes différentes, des réseaux hydrographiques évidemment. Si on rappelle évidemment, l'Himalaya c'est une barrière climatique. À partir du moment où elle s'est formée, enfin cette chaîne s'est formée, forcément ça a modifié la propagation de l'air, de l'humidité qui va avec, et donc il y a un potentiel de pluie, un potentiel d'eau très très important, de neige également, de précipitations, donc de façon plus générale, voire même de grêle. Voilà ici la carte mondiale des précipitations, et on voit que c'est en vert et voire même en violet là, et en rose. On voit que les verts sont très très foncés dans cette zone-là, donc dans toute la partie Asie du Sud, Asie du Sud-Est. Donc on le voit également, et je crois qu'il en reparlera un petit peu Olivier là sur ce phénomène de mousson très très important à partir du mois de juin, du mois de juillet, du mois d'août. Oui, en fait, c'est une langue d'air humide sous laquelle se glissent les alizés avec des vents de sud-ouest vers le nord-est pour la mousson d'été au-dessus du golfe du Bengale, avec un air humide qui va rencontrer un air très chaud du sous-continent, et ça a provoqué des pluies, notamment sur les montagnes, en particulier dans l'Himalaya, sachant qu'elle s'assèche plus on va de l'est vers l'ouest. C'est-à-dire qu'au Rajasthan, il pleut moins qu'au Bengale occidental. Disparité est-ouest. Alors, une petite animation là, que j'ai trouvée qui montre mois après mois, donc l'intensité de la pluviométrie partout dans le monde, mais si on regarde plus précisément donc la zone qui nous concerne, mais ce soir en tous les cas, ben, on voit que voilà, à partir de juin, juillet, août jusqu'à septembre, voire un peu octobre, mais surtout donc, concentré pendant 3 mois, ce phénomène de mousson qui amène donc un potentiel d'eau très très important, avec là encore des irrégularités qui ont été notées et recensées ces dernières années, mais qui ont toujours quelque part eu cours. L'Himalaya, donc c'est un volume de glace, bien sûr. Alors de façon globale, alors ça c'est un document qui ne concerne pas que l'Asie hein, et pas que l'Himalaya, mais c'est un document donc une courbe issue de ce rapport l'eau et le changement climatique sous la commande des Nations Unies, et qui montre que voilà, depuis un certain nombre d'années, là, ça commence en 1980, cette courbe, ben, on a une régression des bilans de masse, en tous les cas des glaciers surveillés au niveau mondial. Et bon, on verra après dans les détails sur le massif de l'Himalaya ce qu'il en est.
de certains de ces glaciers qui sont suivis. Voilà, donc le troisième pôle, entre guillemets, puisqu'au niveau glace, donc, il y a un réservoir très, très important. Un troisième pôle, et encore une fois, qui dessert, on le voit à travers tout ce réseau hydrographique, en fait, toute l'Asie du Sud et même l'Asie de l'Est, avec le fleuve jaune ici. Si on va, et puis là, ici, plusieurs fleuves qui sont presque parallèles, qui sont le Yangtze dans un premier temps, mais également la Salween et le Mékong, pardon, et la Salween, et puis le Brahmapoutre, et puis le Gange, bien entendu, et puis un peu plus à l'ouest, l'Indus, pardon, et ses affluents, notamment la Sutlej, là, que l'on voit un petit peu dans la partie amont de son réseau. Donc, une grande importance pour les populations du plateau himalayen, des contreforts, bien entendu, mais également de toute la zone aval, puisque voilà, ces grands fleuves, ce n'est pas des petits fleuves, pour le coup, c'est des très, très grands fleuves, parmi les 20 plus grands fleuves du monde. Et l'enjeu, au niveau évolution et réchauffement climatique, c'est, voilà, quand on regarde les rapports du GIEC et les prospectives, c'est que l'Himalaya se réchaufferait environ 2 fois plus rapidement que le reste de la planète. Et ça aurait pour conséquence une régression. Alors, on verra plutôt peut-être à l'ouest des glaciers, un tiers, moins un tiers d'ici 2050, moins 2 tiers d'ici 2100, à voir en réalité ce qu'il en sera. Mais en tous les cas, on a des perspectives qui ne sont pas forcément très réjouissantes de ce point de vue-là. Et puis, encore une fois, c'est un enjeu important puisque si on regarde les bassins, en tous les cas, des fleuves issus de l'Himalaya, des grands fleuves issus de l'Himalaya, ben, c'est près de 2 milliards de personnes. Là, j'ai emprunté cette carte et avec le nombre justement de personnes concernées par bassin. Donc, un article récent de Courrier International où on voit ben, le bassin d'Indus, c'est 268 millions de personnes, le bassin du Gange, 580, etc. Donc, avec le Yangtze également qui regroupe un grand nombre, mais ça concerne également l'Irrawaddy, la Salween, donc en Birmanie pour les deux, le Mekong qui est partagé par plusieurs pays, la Chine, le Laos, le Cambodge, et puis également le Brahmapoutre, on en reparlera peut-être un petit peu par rapport au Bangladesh. Et donc ça concerne ceux qui sont sur ces bassins fluviaux, ceux qui sont en aval de ces bassins fluviaux, notamment dans les deltas, le delta du Mekong, le delta de l'Irrawaddy, le delta évidemment commun du Gange, du Brahmapoutre et de la Meghna, qui est une immense zone humide, donc les Sundarbans entre l'Inde et le Bangladesh, très, très soumise. Alors, il y a des questions d'eau, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je passe des questions d'eau, en tous les cas, aujourd'hui. Là, je prends référence à un rapport de l'OCDE qui est un tout petit peu ancien de 2012, mais qui montre un petit peu, voilà, avec les couleurs, là, les questions et l'amplitude des problématiques liées à l'eau en 2000 et en 2050. Et on voit que dans la région là, que j'ai entourée, la grosse région himalayenne et autour, ben ça se rougit un petit peu, ça passe à l'orange en tous les cas. Enfin, en tous les cas, les problèmes d'eau par rapport pas seulement au climat, mais aussi à la démographie et peut-être à des usages et à des aménagements aussi, posent question aujourd'hui et on posera des questions encore plus dans les années qui viennent. Donc, ce sont des enjeux très, très importants. Alors, les paysages himalayens, et je vais donc passer la parole à Olivier, on en voit quelques-uns donc dans ces quelques diapos, dans ces quelques photos, avec les hauteurs, les confluences, les plaines aussi dans lesquelles on cultive, et puis les réseaux hydrographiques que l'on voit ici en arrière-plan, les aménagements éventuellement. Voilà, et donc je reprendrai un petit peu à la fin, en conclusion, ce qui se passe en aval, et notamment dans un pays particulièrement emblématique par rapport aux risques climatiques venus de l'amont, mais aussi venus de l'aval, parce qu'en aval, dans cette région-là, ben, il y a la question de ce qui arrive de l'océan, et notamment des cyclones. Alors, bon, pour illustrer tout ça, j'ai mis le dessin là, de Henry Piddington, l'inventeur, entre guillemets, des cyclones, enfin du nom, puisque dans la région, c'est là qu'on a inventé, entre guillemets, le mot cyclone et le mot typhon aussi, qui vient du Bangla, lui. Donc, c'est pas par hasard si on les a inventés dans cette zone-là. C'est pas par hasard aussi si des villes coloniales n'ont pas toujours été placées au bon endroit, avec l'exemple, par exemple, de Port Canning. Et là, je vous renvoie à Amitav Ghosh, qui a écrit pas mal là-dessus, sur donc un port imaginé par les Anglais, mais que les locaux, et même d'ailleurs Piddington, considéraient comme beaucoup trop avancé par rapport au risque cyclonique. Et effectivement, ce port a duré assez peu de temps.
Et donc, voici les ruines quelques années plus tard. Je crois que ça a duré 4 ans à peu près, donc l'utilisation de cette zone avancée. Donc, il a fallu reculer dans des zones beaucoup plus propices, en tout cas moins risquées par rapport aux risques, eux, venus de l'océan, en l'occurrence. Dernière petite chose, c'est par rapport aux projections climatiques. Voilà, on a des scénarios qui sont rassemblés régulièrement par le GIEC, justement, dans ces rapports. Alors, des scénarios de type enfin A et la famille des scénarios A, des scénarios B, donc les scénarios moins dramatiques que les uns par rapport aux autres, autant au niveau température, comme on voit ici. Donc, le scénario B, ça serait avec de moindres émissions de gaz à effet de serre. Et puis en haut, vous avez les précipitations avec le scénario A, les scénarios B. Intensification à certains endroits, mais encore une fois, ça dépend des précipitations. Si c'est de la pluie ou si c'est de la neige, on n'a pas forcément les mêmes répercussions après derrière et les mêmes évolutions forcément au niveau des glaciers notamment et des lacs glaciaires par exemple et des écoulements fluviaux. Ce que l'on voit en tous les cas, c'est que dans tous les cas, que ce soit des scénarios de type A ou des scénarios de type B, ben on a une augmentation de température dans les deux cas. La pluviométrie, après, c'est différemment réparti et surtout avec des intensités différentes suivant les scénarios. Et c'est pareil pour les températures, mais dans les deux cas, on est quand même sur des trajectoires d'élévation de température globale dans toute la sous-région et notamment sur la partie montagneuse ou de contrefort. Voilà, je te laisse la parole pour parler après peut-être du Sikkim. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran juste avec ce dessin là, issu de la publication de Joël Smadja et d'Olivia Aubrio de 2015, me semble-t-il, figure de 2003. Mais enfin, voilà, qui détermine les plaines, les zones de basse montagne, et les zones de moyenne montagne et les zones de haute montagne où les choses ne sont pas forcément pareilles au niveau des ressentis, au niveau des effets et au niveau donc, tout simplement de ce qui se passe et des conséquences que peuvent avoir les évolutions, les irrégularités climatiques par rapport aux populations et par rapport aux évolutions aussi sociétales. Alors, donc, moi, j'ai principalement insisté sur le climat et les populations. Alors, à la base, je ne suis pas spécialiste du climat, mais plutôt de géographie humaine. Et je me suis intéressé sur les paysages sacrés. Alors, vous verrez aussi qu'il y a des composantes sur les représentations climatiques par rapport aux paysages sacrés, surtout au Sikkim, mais j'ai été beaucoup lire ces derniers temps et donc j'ai essayé de faire un peu un regard croisé avec d'autres régions et notamment surtout au Népal. Je me suis principalement basé sur les références que nous ont envoyées nos deux collègues spécialistes du CNRS, Olivia Aubrio et Joël Smadja, sur l'article de Revue de géographie alpine, enfin, en comparant la plaine du Térail, la basse et moyenne montagne, par exemple, à celle du Sikkim. Alors, il y a la haute montagne aussi à laquelle je me suis intéressé pour voir si vraiment les glaciers régressaient ou avançaient ou quelles étaient les différences et les nuances dans la variation des bilans de masse et dans l'avancée ou le recul des glaciers, car en fait, ils ne fondent pas tous, mais la plupart du temps, ils fondent, surtout dans l'Himalaya de l'Ouest. On peut s'interroger sur le regard des populations sur le climat, leur perception, les conséquences des variations climatiques pour les populations et les revendications aussi, on le verra à la fin, des populations par rapport à leurs barrages, à leurs paysages sacrés aussi, comme le long de la rivière Tista au Sikkim et la population originelle du Sikkim, les Lemcha. Et donc, le réchauffement climatique, c'est vrai que c'est un mot intéressant, mais il faut aussi un peu nuancer. Et donc, varie-t-il par rapport à l'espace, aux lieux et aux altitudes? Le Sikkim, lui, est composé d'un climat au début subtropical humide, en dessous de 1500 mètres, qui correspond à la zone de végétation tropicale. La moyenne des températures y est de 35 degrés, de 6 degrés environ. On y trouve des populations donc, de Népalais, principalement aussi des riziculteurs dans les basses vallées alluviales du Sikkim, le long de la rivière Tista, ça on le verra un peu plus tard. Et on a l'habitude de dire aussi que l'eau amène la fertilité au Népal comme au Sikkim, où les systèmes d'irrigation au Népal sont très anciens et sont ancrés dans un cadre historique et territorial. Et au Sikkim, en fait, l'irrigation est arrivée aussi avec les Népalais. Et on a une formule que les Népalais ont l'habitude d'employer qui est Panicha, Drishya, Ramrocha. S'il y a de l'eau, le paysage est beau, le paysage est fertile, on peut le cultiver, d'où l'importance aussi de cette mousson qui apporte la vie dans ces paysages et qui permet de développer l'agriculture, le riz, le maïs et le blé à plus haute altitude avec l'orge. Alors,
Alors, les agriculteurs de tous ces groupes dans le milieu subtropical cultivent du riz, des millets, du blé, de la moutarde, des pommes de terre et du maïs. Les arbres fruitiers fournissent des oranges, des citrons et des goyaves. Mais les principaux changements que l'on note au Sikkim, c'est qu'on a une forte variabilité annuelle et donc des irrégularités climatiques, comme le soulignait Eric au début, un peu comme au Népal aussi. Au Népal, la mousson était autrefois abondante, signalent certains chercheurs spécialisés sur la riziculture. Elle était abondante il y a 40 ans. Maintenant, elle varie, elle n'arrive plus à l'heure, au même moment. Elle est décalée. Et il pleut moins. Alors, il pleut moins, il pleut, mais de façon irrégulière. Il ne pleut pas forcément moins, mais c'est surtout de façon irrégulière, avec des épisodes violents de pluie. Il peut même y avoir des orages ou de la grêle. Il peut y avoir du brouillard et faire froid, ce que notent aussi les spécialistes du Népal sur la basse montagne qui se situe entre 400 et 2400 mètres, avec la chaîne des Sivalik au Népal, qui s'appelle aussi les Shurya, et auquel succède le Mahabharat, lac qui culmine jusqu'à 2600-2700 mètres. Alors, pour finir avec le terrain qui lui est plus bas, il se situe à moins de 300 mètres. Donc, il y a des variations et donc certains spécialistes qui sont présents aussi ce soir, et merci, se sont interrogés sur si les classes âgées pouvaient peut-être mieux enregistrer la variation ou le changement de temps. Le changement de temps, les classes jeunes en tout cas n'ont pas apparemment la même perception, la même notion de longue durée pour pouvoir évaluer le changement climatique, et les personnes âgées par contre se souviennent d'une mousson généreuse, abondante, qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc on peut aussi s'interroger sur, sans parler directement de changement climatique, sur les phénomènes de variabilité météo aussi. D'autres chercheurs plus haut en altitude, dans le milieu de la montagne, c'est-à-dire entre 3800 et 8000 mètres, s'interrogent aussi sur la variation du temps. La variation du temps, le rôle des nuages, le rôle de la pluie. Et donc, pour revenir à nos basses montagnes, puisqu'on s'était arrêté là, pour le Népal et pour le Sikkim, on note à cet étage, occupé sur les versants par des terrasses, une diminution des pluies d'orage, un problème d'irrégularité climatique, un temps plus froid, plus intense en hiver, pas de hausse des températures néanmoins, mais une diminution du débit des cours d'eau. Alors les cultures qui sont pratiquées sont les leusines, le millet et le riz. Et surtout, on notait, il n'y avait aucune variation dans les pratiques agraires induites par le changement climatique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir changement, mais est-ce que c'est vraiment perceptible par les populations sur place? Il semble quand même que depuis l'étude de 2015, bon, moi je n'ai pas fait de terrain dans cette région, mais d'après ce que j'ai vu, il semble quand même que les effets du changement climatique semblent un peu s'accentuer, comme l'a signalé aussi Eric. En tout cas, les changements climatiques les plus significatifs au Népal s'enregistrent dans les milieux de moyenne montagne et de haute montagne. Alors, pour le Sikkim, pour revenir donc à mon dada, mon terrain, il y a aussi le climat semi-tempéré de moyenne montagne entre 1500 mètres et 2000 mètres. Là, on y trouve des groupes tibéto-birmans, des Gurung, des Rai, des Magars, des Limbu et des Rai qui appartiennent au rameau est-himalayen, des Lepcha, qui sont présents au Sikkim depuis le XIVe siècle, mais qui se sont surtout implantés à la construction du royaume du Sikkim en 1642, dans la région de l'ouest du Sikkim. C'est là où il y a aussi un paysage sacré. Et donc, les pluies au Sikkim de mousson sont abondantes. Les températures douces. À Gangtok, il pleut parfois plus de 3800 mm de pluie. Alors, je me suis amusé à comparer les précipitations de Gangtok par rapport à avant, et en fait, il pleuvrait un peu plus. Par contre, dans certains autres secteurs du Sikkim, à Yuksan, il pleuvrait moins. Donc là aussi, il y a des variations au niveau des taux d'eau pluviométriques. Et il y a aussi dans cette région de l'ouest du Sikkim des lieux où on peut voir des variations de temps importantes lors d'une journée au cours d'une période de mousson, comme dans la région de l'ouest du Sikkim, autour du lac de Kitchupari, le lac plein de souhaits, comme l'appellent les Sikkimais, un lieu de pèlerinage. Et là, on y trouve aussi des nuages qui s'accrochent au relief,
des nuages de mousson qui peuvent monter plus haut jusqu'à 3800 mètres au niveau de la Nebelwand, la forêt, tel que son nom l'indique en allemand des nuages. Et on trouve que ce bassin versant est couvert de forêts, mais il y a aussi un autre élément important qu'il faut voir dans cette représentation des milieux naturels chez les populations locales, c'est la partie religion, ou les représentations du sacré. L'interaction nature-culture-religion est assez importante dans ce secteur, où le sens de cette relation est particulièrement influencé par les représentations ou les rituels aussi religieux. Si l'eau des lacs est polluée, ce sont alors les rivières servant aux rituels qui sont touchées, et par conséquent, les divinités aussi des lacs peuvent être touchées. Alors, dans les représentations des gens, si les divinités des lacs sont touchées, on hésitera à ce moment-là à faire des rituels et on pourra diminuer la dynamique, en fait, d'action, on va dire, d'interaction sociale par le biais de la religion. Si le lac est moins efficace, ça veut dire que la déité est courroucée, ou que l'eau est polluée, ou alors qu'il pleut moins. S'il y a une période de sécheresse, cela peut être vu dans certains rituels sikimés comme une calamité et annonciateur de désastres pour les récoltes aussi. On voit ça avec un rituel religieux dans la région de Tachiling, un monastère de l'ouest du Sikkim. Alors, dans le milieu de moyenne montagne, on y trouve des populations aussi les mêmes, mais on trouve aussi des Sherpas. Les Sherpas, ce sont ces fameux alpinistes, entre guillemets, des montagnes, ces porteurs. Char, ça veut dire Est, et Pas, ça veut dire peuple, donc peuple de l'Est. Et c'est ces gens-là d'origine tibétaine aussi qui font du portage, mais il n'y a pas que les Sherpas, effectivement, qui portent du matériel. Et ils ont eu affaire de plus en plus à des brouillards en altitude. Ça, c'est d'après les enquêtes. On note aussi, outre le phénomène climatique lié à la mousson, on trouve aussi des différences de température entre les parties basses et les parties hautes des versants. D'où ce qu'on appelle des différences entre l'air chaud et l'air humide, des pluies de convection, auxquelles s'ajoutent aussi pas seulement les pluies de mousson, mais aussi les orages de printemps en mars et en avril. Au Népal, dans ce secteur de moyenne montagne, hormis la hausse des températures, donc là, apparemment, il y aurait un réchauffement. Les chercheurs ont noté aussi la présence du bananier un peu plus haut en altitude. Alors, au Sikkim, le bananier, c'est Moussa sikkimensis. Alors, je ne sais pas quel est le bananier du Népal, par contre. Au niveau du climat, on a une activité donc importante. On a aussi le développement d'une industrie de maraîchage sous serre dans ces régions, ce qui prouve que malgré l'altitude, on peut quand même cultiver et on peut aussi produire. Il faut être optimiste aussi avec ces populations qui subissent le réchauffement climatique. En haute montagne, les eaux de mousson hivernales rechargent les glaciers, dont on a vu aussi qu'il y avait les eaux de mousson, on a vu aussi les eaux du printemps, d'autres pluies aussi, et c'est la source d'alimentation principale des cours d'eau, causant parfois de graves inondations. Mais les glaciers ont perdu de la masse, mais participent peu, contrairement aux idées reçues, au débit accéléré des cours d'eau. C'est-à-dire que là aussi, il y a des nuances, d'après ce groupe de chercheurs, le groupe d'une CNRS, il y a pas une variation de débit. On note aussi qu'il n'y a pas de crise de l'eau. Alors ça, c'est assez surprenant, on pourra peut-être les interroger à la fin pour savoir pourquoi au Népal, à ce moment-là, il n'y avait pas de vraie crise de l'eau, alors que dans d'autres régions du monde, on peut enregistrer des systèmes hydroclimatiques où la sécheresse est très prononcée. En fait, cette recharge des glaciers qui est liée aux pluies de mousson explique la variabilité climatique aussi et parfois les variations de bilan de masse. Pour tous les secteurs du Népal, donc il y a un dérèglement climatique, mais pas de crise de l'eau. Ce sont les populations de haute montagne et de basse montagne qui sont les plus sensibles aux perturbations climatiques. Bon, revenons au Sikkim. Et donc, dans ces glaciers du Sikkim qui se situent dans la partie nord-est et nord-ouest du Sikkim, notamment dans la vallée. Alors ça, c'était la carte de répartition pluviométrique. Ça, c'était la carte de répartition des groupes ethniques. Là, on voit une femme Limbu, caractéristique avec son vêtement. Et là, voilà la rizière, en période de saison humide, montante de mousson, avec un brouillard en fond de vallée. En moyenne montagne, mais à la limite avec le milieu subtropical. Donc ça encore. Là, c'est en période de sèche, avec l'alternance donc d'une saison sèche et d'une saison
humide, terrasse de moyen versant himalayen. Vous voyez comme l'importance de l'eau est forte en Himalaya. Là, la rizière est verte. Là, elle est représentée par les peintres népalais avec tout son attirail de tiguettes, de canaux, et toujours la couleur verte. C'est un peu ce qui plaît esthétiquement aussi aux peintres de représenter cette vie et ce foisonnement de vie lors de la période où nous sommes. Mais lorsque les terrasses sont sèches, ce n'est pas le même paysage. On voit les couleurs marron, des couleurs même un peu grisâtres. Là, ce n'est pas encore la mousson. Et vous voyez l'importance de l'eau aussi dans les représentations des artistes qui sont inspirés par cette ressource et jusque dans les représentations artistiques. Paniccia, Drisha, Ramrocha. Il y a de l'eau, le paysage est beau. Ramailo Uncha, il est agréable à l'esprit. Alors, sur les hauts plateaux, donc, on trouve aussi des espèces, par contre, au Sikkim, qui seraient remontées en altitude, comme le tchirou, la gazelle ou antilope tibétaine, et aussi la remontée en altitude d'espèces de rhododendron, le rhododendron niveum et le rhododendron, je crois, arboreum ou barbatum, d'après mon collègue, en fait, Imam Badola, en Inde. Alors, pour finir avec les glaciers, alors voilà, ça c'est le massif du Kanchenjunga, autour duquel il y a plusieurs glaciers, le glacier de Talung, le glacier de Kangbachen, le glacier de Zemu. Voilà, le glacier de Zemu, c'est le plus grand glacier d'Himalaya oriental. Ce n'est pas le plus grand glacier du monde, il y a des glaciers tibétains plus grands que ça. Le glacier du Siachen dans le Cachemire est plus grand aussi. Et le glacier du Zemu, il a quand même pas mal régressé, et les glaciers de l'Est himalayen régresseraient plus vite que les glaciers de l'Himalaya occidental. Il y a plus de 84 glaciers au Sikkim et 256 lacs d'altitude. En 1899, le glacier faisait 29 km. Aujourd'hui, il fait un peu plus de 20 km et régresse d'une dizaine de mètres chaque année pour une superficie de 103 km². On peut y accéder à partir de l'entrée vers le parc national du Kanchenjunga, dont la montagne porte le même nom et culmine à plus de 8500 mètres à la frontière avec le Népal. Là aussi, ce sont des zones de conservation, donc il est bien difficile aussi pour les éleveurs et pour les pasteurs nomades d'aller partout comme ils veulent, puisque les espaces sont mis en défense et protégés aussi par la loi. Alors, pour finir avec les glaciers, il faut distinguer aussi des glaciers noirs des glaciers blancs. Les glaciers noirs, ce sont des glaciers qui régressent moins, dont la langue glaciaire régresse moins. Ils sont couverts de débris qui ont un rôle isolant, qui gênent un peu la fonte, enfin, ils fondent moins vite. Néanmoins, certains glaciers fondent plus vite. Bon, là aussi, il y a des variations importantes, c'est ce que font certains spécialistes aussi. Le glacioclim, en se rendant sur le terrain. Les glaciers noirs, les glaciers blancs ont un front glaciaire qui se situe à peu près à 5000 mètres. Et les glaciers aussi du Karakoram. Il y a des glaciers qui avaient gagné en bilan de masse, c'est ce qu'a révélé une étude de Julie Gardel de 2008 à 2012, où ils auraient gagné un peu entre l'accumulation et l'ablation, c'est-à-dire entre le gain de glace et la perte de glace, ils auraient gagné un peu, ils étaient un peu positifs. Certains glaciers du Karakoram, c'est-à-dire à l'ouest de l'Himalaya. Donc, ce matériel glaciaire, proglaciaire, glaciofluvial, fluvial redessine la topographie de la région. Donc, en amont, sur ces hautes terres de pâture, les conséquences sur les populations nomades du Sikkim sont aussi importantes. Alors là, on se trouve dans la vallée de la Chopta, dans la région de Tangou, un village qui est situé à peu près à 3800 mètres d'altitude. Avec là encore des zones humides, car quand la neige fond, quand il ne fait plus froid, ces zones se transforment en zones humides. Ça, c'est des tentes de pasteurs nomades. Voilà, alors là, c'est une photo qui n'est pas prise dans la vallée de la Tangou, mais à l'ouest du district d'Arjeeling, à la frontière avec le Népal, dans les monts Shingalila. Vous voyez ici la zone frontière entre la forêt et les terres de pâture. On a l'élevage de yak, qui est l'élevage principal à cette altitude. Et d'après un collègue du Sikkim avec qui je suis en contact et que je lis aussi,
La plupart des pasteurs nomades voudraient retourner sur leur ancien pâturage, mais sont des alliés naturels de la conservation et aussi de la biodiversité. Donc, s'il y a moins de biodiversité, ça aussi c'est un indicateur du changement climatique. Les spécialistes indiens mettent l'accent en fait sur le lien entre la conservation de la biodiversité et le changement climatique. Moins de pluie, nous moussons modifiés, une température qui augmente à cette altitude, voilà ce qu'ils notent. La vie est difficile aussi à cette altitude, et il y a un certain nombre de pasteurs nomades qui préfèrent quitter leur activité traditionnelle pour se retourner vers des activités plus commerciales. Il y en a même qui font la collecte de plantes médicinales, notamment dans cette vallée de la Chota, avec des plantes qui seront revendues sur le marché dans la capitale du Sikkim, Gangtok, à des bons prix. Certains émigrent aussi et quittent le territoire du nord du Sikkim, et certains vont devenir actifs aussi, comme certains membres de famille Botilla, dans la conservation de l'environnement, avec des discours environnementalistes, des comités écotouristiques, pour essayer d'éduquer la population à mieux faire du trekking sans pâturer les prés et sans gêner les bêtes. Et là, plus il y a de pâture, plus il y a de biodiversité. Donc, que va devenir cette biodiversité ici? L'espace est trop protégé, ça c'est une question de géographie aussi. Et une diminution de ces prairies actuellement et des troupeaux avec moins de pluie, on note. Il y a une zone aussi en haute altitude où il y a des espèces très variées, des plantes médicinales, il y a le mouton bleu aussi qui existe. Au Sikkim, on note la disparition aussi petit à petit. Vous avez dû le voir aussi à travers les reportages que fait Monsieur Tesson, oui, sur la panthère des neiges. En fait, on note aussi le déclin d'espèces animales comme cela. Et ce qui est important à voir aussi, ce sont donc les représentations du sacré par rapport au changement climatique. Je me suis intéressé à ça pour le cas donc, du Sikkim, aux représentations du sacré en général. Au début, je ne suis pas trop spécialisé sur le climat. Là, on voit une membre de population d'Okpa. Et là, donc, on voit le fameux paysage du Béyul des Mojons, c'est-à-dire le paysage sacré du Sikkim, où il y a de belles neiges éternelles, ce qui ne les empêche pas de fondre un peu tout de même. Mais je crois qu'il ne faut pas être non plus trop catastrophique vis-à-vis du changement climatique. Au niveau de ces conceptions du sacré, d'ailleurs, on voit une certaine prise en charge par les populations de leur milieu, une prise en charge identitaire, où la notion religieuse existe. On préserve le lac en faisant des rituels bouddhistes. On est dans une région à majorité bouddhiste. Dans un secteur à majorité bouddhiste, on était dans un secteur à majorité bouddhiste jusqu'à ce que le Sikkim appartienne à l'Inde en 1975 et soit rattaché à l'Union fédérale indienne. Et donc, on a pas mal d'hindous aussi. D'ailleurs, ce lieu de culte est devenu maintenant un lieu de culte bouddhiste, mais aussi un lieu de culte hindou. Donc, des communautés bouddhistes qui sont mises en minorité et peut-être leurs rituels aussi, qui sait, avec les variations du climat. Si le niveau de l'eau baisse dans ce lac, on a noté aussi un phénomène de colmatage progressif du lac d'année après année. Les scientifiques indiens qui sont sur le terrain constamment dénotent la régression de la superficie du lac, qui est entouré, comme vous pouvez le voir, de drapeaux à prière pour symboliser la fermeture de l'axe sacré ou pour entourer comme un cercle le lac sacré. On voit ici sur la photo à gauche un petit nuage. Alors ça, c'est dû à l'effet local, un peu comme la condensation au-dessus de l'eau. Alors, d'autres facteurs religieux, en fait, la place de certaines catégories de dieux du sol, comme les sapchus aussi, qui sont l'essence de la terre pour les Tibétains, peut affecter aussi le climat dans les représentations au Tibet. Le domaine des neiges éternelles, résidence des dieux, donc l'Himal, le haut de la montagne, et des montagnes sacrées, c'est le domaine aussi des glaciers himalayens, des lacs glaciaires et des moraines perturbés quand même par le changement climatique, comme on va le voir un peu plus loin, avec aussi la rupture d'un barrage naturel en haute montagne dans la région du district de Chamoli, dans la vallée de la Daoli Ganga, un sous-affluent du Gange. Alors, plus bas, vers la plaine plus chaude et densément peuplée parsemée de villages, c'est le domaine des maladies tropicales, des petites divinités et aussi des maladies.
Donc, il y a différentes catégories de dieux retenues pour la montagne, avec différentes variétés. Dans ce secteur donc, du lac, il y avait un microclimat, tandis que là, vers la montagne Amiémachen, qui se situe au Tibet, avec un glacier qui fait plus de 70 km à l'est du Tibet, une collègue donc tibétologue a noté que les pèlerins peuvent venir sur le glacier et distribuer des cadeaux, offrandes, se prosterner, offrir des katas, de l'alcool, toucher la neige, la manger, boire son eau et la mettre en bouteille pour la rapporter à la maison, collecter la terre pour se soigner. D'ailleurs, il y a un trône des fumigations tout proche de cette étape sur le chemin de pèlerinage, d'où l'on peut apercevoir la montagne Amiémachen et son pic glacé entouré de drapeaux à prière. Or, cette neige fondrée, on ne voit plus que le pic des populations, et les populations sont effrayées par la fonte. Elles ont peur pour les déités qui habitent la montagne. Le changement climatique affecte les populations car elles perdent un peu leur territoire. En ce sens-là, sacré d'ailleurs dans cette région, il y a un gigantesque parc qui a été construit, c'est le Geo National Park de l'Aniemachen, à la fois pour les cultures tibétaines mais aussi chinoises qui peuvent visiter un peu ces restes d'une religion ancienne qui est la religion tibétaine, mais aussi le trafic, les routes, les camions autour de ce secteur contribuent à faire fondre un peu, faire fondre les glaciers, c'est ce que notent aussi les écrivains de la région. Alors, il y a aussi sur certains glaciers, pour ce glacier-là, je ne sais pas, mais pour certains glaciers du Tibet, il y a de la suie noire qui est due à l'émission des véhicules roulant au diesel ou des foyers domestiques dans lesquels sont brûlés du bois ou des bouses. Lorsqu'ils tombent sur la neige, le carbone noir l'obscurcit, ce qui entraîne une plus forte absorption du rayonnement solaire. Le noir absorbe et ça accélère la fonte des glaces. Alors, des populations sont vulnérabilisées, je dirais aussi, parce qu'il y a certaines vallées. En fait, ça, c'est le point de vue ça, c'est l'ODD. Alors, l'ODD de l'accès à l'eau, c'est-à-dire l'objectif de développement durable tel que l'a répertorié les Nations Unies, c'est l'ODD numéro 6. Celle pour lutter contre le changement climatique, c'est l'ODD numéro 13. Encore faut-il donner les moyens aussi aux populations locales de comprendre ce qu'est le changement climatique et comment éventuellement lutter contre. Alors les catastrophes en montagne, c'est ce que j'ai voulu montrer dans un dernier point de ce grand 2, rendent les populations vulnérables et les risques naturels engendrent aussi un effet de responsabilité humaine. C'est ce que disent certains scientifiques indiens lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté pour le barrage donc de la Daoli Ganga, le barrage de Tapovan, pardon. Voilà une carte que j'ai empruntée donc sur Internet, c'est cité ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, il y a eu la rupture d'un barrage naturel. Un morceau de glacier suspendu sous lequel il y a de l'eau aussi s'est détaché et avec les effets aussi de déstabilisation des faces rocheuses et des morceaux de rochers, tout a été emporté et mêlé avec des débris, ce qui a provoqué une avalanche, un glissement de terrain qui ne serait pas, d'ailleurs, d'après certains spécialistes, c'est lié à la hausse des températures, mais pas directement au changement climatique. Et donc, ça a provoqué la submersion de 2 centrales électriques, la Richiganga et la Tapovan. Ça a emporté des prés, ça a emporté les terrains des agriculteurs. Il y a 30 agriculteurs à peu près qui malheureusement ont disparu suite à ce désastre. Et alors, on s'est demandé aussi la question de savoir si les aménagements humains étaient appropriés pour les vallées himalayennes. C'est comme la construction de ces gigantesques barrages, comme le barrage de l'Arum 3, que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert grâce là aussi à une mission que j'avais faite dans l'est du Népal, mais j'ai complété ceci par des échanges avec un spécialiste du Népal autrichien qui m'a expliqué que la question du développement était au cœur des enjeux de cette dispute autour de l'eau et que maintenant, ce n'était plus de l'eau qui coulait au Népal, mais de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux importants avec la Banque mondiale, il y a des enjeux aussi importants financiers. Et donc, ces constructions de barrages aussi, c'est à peu près approprié pour le développement, pour donner de l'emploi aux populations locales. Encore faut-il que ce soit des Népalais qui soient employés directement dans ces barrages.
provoque aussi la colère des populations locales, les vieilles femmes qui protestent un peu contre la construction de ce barrage qui a repris en 2019 et qui devrait être achevé dans l'est du Népal. Donc, je vais vous montrer la photo, en 2025. Il y a déjà un tunnel qui a été creusé. Voilà, ça c'est le barrage Arun 3 dans l'est du Népal, avec la rivière Arun. Il y a aussi la rivière Koshi qui n'est pas très loin, avec des populations aussi tibéto-birmanes dans ce secteur. Et donc, c'est un barrage important. La production serait de 900 mégawatts. Et encore, ils veulent la tripler d'ici 2025, avec 3 autres projets. Donc, ces barrages, quand même, ils sont de gros producteurs d'électricité. C'est aussi la manne pour apporter des sous. C'est aussi des enjeux transfrontaliers, car il y a une route entre Lhasa et Calcutta via la vallée de l'Arun qui va être construite. Certaines maisons vont être submergées, mais très peu de familles vont perdre parce que la vallée ne va pas être entièrement submergée pour l'habitat. D'ailleurs, on espère qu'il y aura des compensations et qu'elles seront relogées. Mais le risque sismique n'est pas vraiment pris en compte et les décideurs du développement construisent là par intérêt plutôt que par concertation avec les populations locales. Ouais. Ça, c'est le scénario un peu pessimiste. Il y a la fonte des glaciers. Vous voyez sur le schéma, bon, l'Himalaya est quand même la source des grands fleuves. Donc ça, c'est une richesse énorme. Voilà un peu ce que je pouvais dire au niveau schématique dans le cas du changement climatique, dans le cas où il y a changement climatique. Il est vrai qu'il y a des populations particulièrement vulnérables aussi, comme les femmes, ça c'est l'ODD numéro 5, et les inégalités de genre doivent être prises en compte aussi pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, avec notamment un allongement dans la longueur pour aller chercher le bois de chauffe ou pour aller chercher la ressource en eau dans certains secteurs, mais vous verrez plus ça précisément avec Eric dans les zones en aval. Il y a de la sécheresse aussi le long de certaines parties du fleuve Tista qui privent les agriculteurs d'eau pour pouvoir continuer leurs travaux agricoles. Il y a aussi la disparition de poissons dans la rivière Tista et dans d'autres grandes rivières comme le fleuve Brahmapoutre. Ou dans le fleuve Brahmapoutre, en fait, il va y avoir aussi un barrage, le plus grand barrage du monde, dans le cours supérieur du Tsangpo, ça c'est le nom tibétain du Brahmapoutre. La construction d'un barrage plus fort au niveau mégawatt que le barrage des Trois Gorges en Chine. Voilà, je pense qu'on peut passer à ta partie, Eric, sur les barrages et les fleuves. La transition est faite. Alors, effectivement, on pourra reparler de la partie aval un peu plus tard peut-être, mais enfin, bon, en gros, effectivement, comme tu l'as dit, les aménagements, le climat, le potentiel d'eau, et on en avait parlé au départ, Irig, je prends une dernière diapo là par rapport à ça, toute une zone aval qui est également très vulnérable, mais je voudrais qu'on profite de la présence de chercheuses et de chercheurs qui ont travaillé aussi sur la zone donc de contrefort de l'Himalaya pour avoir leur vision peut-être en quelques petites minutes. Je pense évidemment à Joël Smadja, Olivia Aubrio ou Romain Valado. Est-ce que vous avez des choses justement à ajouter? Là, je mets une des figures d'une des publications donc sur le Népal où les ressentis entre la haute montagne, la moyenne montagne, la basse montagne et la plaine du Terai en l'occurrence sont listés dans ce tableau. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, je ne sais même pas par où commencer. Si on parle peut-être des glaciers au départ, déjà, si on part des glaciers sur l'ensemble de la chaîne himalayenne, il faudrait peut-être montrer une carte. Oui. Mais l'ouest de la chaîne himalayenne est très au nord. Et en fait, les glaciers de l'ouest de la chaîne himalayenne, Karakorum, etc., d'après les glaciologues qui ont travaillé avec nous, les glaciers les plus longs perdent moins de masse actuellement que les tout petits glaciers qui ont déjà commencé à régresser et qui, eux, régressent de plus en plus. Bon, ça, c'est une première chose, déjà sur les glaciers en général. Donc, il y a beaucoup de différences. Alors, en règle générale, quand on dit changement climatique, oui, il y a une hausse des températures, c'est évident, hein, absolument partout. Après, nous, on a fait une distinction
altitudinale entre la plaine du Terai, c'est-à-dire le sud et le nord, et il faut vraiment en faire une entre l'est et l'ouest, qui est aussi très très importante. Alors quand Olivier disait bah, il n'y a pas de changement climatique, enfin, il ne pleut pas moins dans l'est du Népal, nous notre étude elle portait sur la région de l'Everest qui est dans l'est du Népal. Et effectivement, dans les régions qui sont encore très humides, qui sont arrosées par la mousson, il se passe des choses. Il y a effectivement une hausse des températures, mais du point de vue pluviométrique, pour l'instant, enfin en tous les cas jusqu'en 2015 et même 2020 encore, enfin 2018, disons quand on y est retourné, on n'avait pas encore de grands changements. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir, mais en tous les cas, on ne pouvait pas noter dans la région de l'Everest d'énormes changements du point de vue des précipitations. Un décalage, c'est exact. Dans la mousson, dans les dates de la mousson, on peut noter un décalage qui est très préjudiciable pour les cultures. C'est-à-dire que ce soit pour les récoltes ou pour sécher le grain, etc., ce décalage pose des problèmes aux agriculteurs. Maintenant, sur les quantités de précipitations, on n'a pas de données qui soient flagrantes. Il faut savoir que pour dire si ça augmente ou si ça baisse, il faut 30 ans de données. Donc, en fait, il faut faire des études, des analyses sur 30 ans. Et ça, bon, ben voilà, les hydrologues qui travaillaient avec nous, les glaciologues, les météorologues et autres ont beaucoup de mal, en fait, à travailler sur leur modèle et à avoir des séries suffisamment longues pour sortir des séries qui nous donnent une vraie tendance. Hein, voilà, donc tout ça, voilà, ce sont des précisions. Bien sûr, sur les glaciers, une des grosses préoccupations avec la fonte des glaciers, c'est les ruptures de lacs glaciaires. Il y a énormément de lacs glaciaires qui se sont formés partout en Himalaya, des lacs qui ne font que s'étendre en surface, en volume, qui sont de plus en plus importants. Beaucoup sont contrôlés. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur ces lacs pour en vidanger une partie. Il n'en reste pas moins qu'il y a effectivement une réelle inquiétude au niveau de ces lacs glaciaires, d'autant que quand Olivier parle des problèmes qu'il y a au niveau de rupture éventuelle de lacs, pour les barrages ou autres, il y a aussi bien entendu le problème des séismes, hein, qui est important et qui peut aussi provoquer des catastrophes. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas dans quel sens, mais enfin bon voilà, on peut continuer. Olivia peut-être. Oui, je reviendrai juste sur cette petite précision des lacs glaciaires, de la rupture des lacs glaciaires, pour donner un exemple quand même. Le lac Uja, qui est dans la région de l'Everest et que beaucoup de touristes vont visiter, il fait plus d'1 kilomètre carré, il n'existait pas dans les années 60. Donc ça montre finalement quelle est l'étendue aussi de cette fonte des glaciers, parce que ces lacs glaciaires, ils se créent en fait en amont de la moraine, puisque le glacier fond, et bien, ça va dégager de l'eau qui va rester coincée dans la moraine, et c'est comme ça que ça crée des lacs glaciaires. Et les études qui sont faites sur les études satellites, on peut très facilement faire des études satellites sur tous les lacs glaciaires qui existent à l'échelle de l'Himalaya. Et c'est ce qu'ont fait nos collègues glaciologues. Et ils ont montré que leur nombre augmente, la superficie et le nombre augmentent très clairement dans l'est de l'Himalaya. Donc, ça c'est une façon d'estimer cette fonte des glaciers. Et on estime qu'il y aurait plus de 200 lacs dangereux en Himalaya, même si plusieurs sont suivis. Ils ne peuvent pas tous l'être, et il y en a et il y a régulièrement, comme on le disait, comme Olivier le rappelait, etc., des endroits où il y a ces ruptures. Alors, on appelle ça des GLOF en anglais, ce qui est une façon assez rapide pour Glacial Lake Outburst Flood, et ce sont des inondations effroyables, quoi. Donc, ça, c'était pour là-dessus. Je voudrais juste revenir aussi une toute petite chose de dire l'Himalaya, c'est la source des grands fleuves, oui, mais j'aimerais qu'on fasse attention à l'association entre, on dit aussi que c'est le château d'eau de l'Asie, et il ne faut pas trop l'associer au fait que ce soit forcément les glaciers qui soient c'est pas parce que les glaciers qui sont à la source de ces fleuves, c'est pas eux qui vont forcément alimenter les fleuves. Et là, je pense que c'est important, cette idée-là, de bien comprendre qu'effectivement, l'Himalaya qui fait barrière à donc toute cette pluie de mousson,
Et les rivières comme le Gange sont essentiellement alimentées par les pluies de mousson. Et quand on se met à l'embouchure, le volume d'eau qui provient des glaciers est vraiment de l'ordre de 1% au niveau annuel. Donc, vous voyez qu'il faut faire attention à cette façon de présenter. Certes, ça provient de là, mais c'est parce que aussi c'est alimenté par les pluies de mousson qui sont très importantes. Ça, c'était un élément sur lequel je pense que c'était quand même important pour comprendre. Et effectivement, nous, nos études sont dans la région de l'Everest où il pleut beaucoup. Vous allez plus à l'ouest, le Mustang, on parle sans arrêt de problèmes de sécheresse dans le Mustang, où c'est une zone beaucoup plus sèche. Donc, en fait, il faut toujours relativiser où on se place. C'est aussi le problème d'avoir des études qui sont trop localisées. On ne peut pas systématiquement généraliser, quoi. Il faut vraiment savoir où on se place. Pour les aspects religieux, des petites anecdotes, c'est interpréter le changement climatique est aussi interprété par les populations locales comme une réaction des divinités. C'est-à-dire qu'ils disent bien qu'il neige moins, que les sommets sont noirs, et que toute cette perturbation est en fait parce que les humains ne se comportent pas bien. Et donc, c'est une réaction des divinités qui c'est pas se vengent, mais enfin expliquent que voilà, c'est comme ça. Donc, il y a le phénomène, le changement climatique est expliqué aussi par des phénomènes religieux, ce qui est quand même important aussi à savoir. Et les moines ont une grosse importance, une grosse emprise aussi localement sur la façon de gérer le territoire, etc. Donc, c'est quelque chose qui est... Ensuite, vous avez posé pourquoi il n'y a pas de crise de l'eau. C'est pas tout à fait comme ça que je dirais. On va séparer les endroits d'où l'on parle. En moyenne montagne et en haute montagne, on n'a pas effectivement dans la région de l'Est parler de crise d'eau. On va avoir des périodes de tension sur l'eau, notamment à la période du printemps, ce qui est la période d'étiage, c'est-à-dire le moment où il y a le moins d'eau dans les rivières, et qui correspond aussi à une période très touristique dans la région de l'Everest, et avec des changements de pratique par rapport aux usages de l'eau qui mettent une pression sur la ressource. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, tout d'abord, c'est une zone, on est dans un parc national, le parc du Sagarmatha, où il a été interdit d'utiliser le bois, donc on va préserver le bois, et on va plutôt utiliser donc l'eau pour l'hydroélectricité et donc chauffer à partir d'éléments électriques, etc. Tous les touristes vont avoir à recharger leur smartphone, etc. Donc, on va produire de l'hydroélectricité, on va utiliser des douches, on va avoir des toilettes, pas des toilettes sèches, mais des toilettes avec chasse d'eau. Bref, on va avoir une augmentation des usages de l'eau. On va aussi avoir les serres qui demandent un petit peu d'eau aussi. Et donc, tous ces usages vont être concentrés au même moment. Et donc, ça va créer effectivement une tension sur l'eau en cette période d'étiage parce qu'il y a moins d'eau. Mais voilà, c'est aussi lié aux usages. Il y a il y avait une façon de dire la pénurie de l'eau, elle est liée. Est-ce que c'est la pénurie de l'hippopotame ou la pénurie du lézard? Parce que finalement, une pénurie, c'est par rapport à qui on a besoin. Donc, c'est toujours à comment dire, à mettre en valeur par rapport à ce qu'on veut, par rapport à quel usage on veut voir et qui est là pour le faire. Donc ça, c'était un élément. Et si je descends dans la plaine, je voudrais quand même rappeler que les premiers barrages, et ça c'est peut-être une transition par rapport à votre exposé à venir, les premiers barrages qui ont été construits, qui ont été construits au Népal dans les années 50. Ils ont été construits par les Indiens pour lutter contre les inondations.
et parce qu'il faut quand même voir que juste en aval du Népal, donc dans la plaine du Gange, on a les États de l'Uttar Pradesh et du Bihar, où il y a un quart de la population indienne qui réside là. Donc, essayer de protéger toute cette population était quelque chose qui était essentiel pour l'État indien. Et donc, c'est lui qui a construit les premiers barrages qui sont là avant tout pour essayer de répartir l'eau à travers des canaux d'irrigation dans toute la plaine et lutter contre les inondations. Merci beaucoup. Justement, c'est la transition aussi pour passer la parole à Romain Valado, puisque je crois qu'il a travaillé aussi sur la gestion, l'organisation, les aménagements dans la plaine notamment. Oui. Du coup, moi, question glacier dans l'Himalaya, c'est pas sur moi qu'il faut compter. Mais après, effectivement, veut dire les glaciers et les rivières, elles finissent dans la plaine et elles sont utilisées à partir des barrages dont parlait Olivia, justement, pour alimenter les systèmes d'irrigation et donc des rizières à perte de vue dans les plaines. Et du coup, c'est aussi des conséquences auxquelles ils font penser quand on discute de la fonte des glaciers dans ces paysages himalayens absolument incroyables. C'est tout ce que ça alimente en aval, c'est-à-dire l'une des économies agricoles les plus importantes du monde. Je parle de l'Inde évidemment, mais aussi tous les autres pays que vous avez cités autour. Donc, le réchauffement climatique, c'est bien sûr des inquiétudes au niveau des conditions de vie des gens qui vivent auprès de ces glaciers, qui vont subir l'érosion, etc. Mais c'est aussi les conséquences à venir, que ce soit les crues d'ailleurs, ou le manque d'eau qu'il faut partager dans une population de plus en plus importante pour une protection de plus en plus importante. Donc, ça a des ramifications bien au-delà. Et nous, sur nos terrains d'études, enfin moi, sur le mien en tout cas, pas encore, parce qu'encore une fois, je travaille dans l'est aussi du Népal. Mais on peut le lire un peu partout, ça a évidemment des ramifications. Donc, c'est à peu près tout ce sur quoi je peux contribuer dans ce débat, autrement très intéressant. Mais justement, parce qu'il y a d'un côté les aléas et les risques et la population qui augmente. Alors, sur les contreforts de l'Himalaya, enfin, sur les hauts plateaux, l'augmentation de population est peut-être moins importante que sur les plaines ou encore plus sur les parties aval, delta. Moi, je prends l'exemple des Chars au Bangladesh où il y a 5 millions de personnes aujourd'hui qui habitent sur des îles qui sont vulnérables. Et donc, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans avant le début de ce qu'on appelle la grande accélération. Donc, dans les risques, il y a aussi le fait, en tous les cas en aval, qu'il y a plus de gens exposés aussi par rapport à des risques qui peut-être augmentent en fréquence, etc., en intensité. Mais est-ce que c'est aussi la même chose dans les contreforts de l'Himalaya et notamment dans la plaine? Alors oui, tout à fait. Alors ce qu'on appelle le Terai, qui est donc cette zone plane au pied de l'Himalaya, qui est très peu large, hein. Elle fait à peu près 30 à 40 km uniquement de profondeur au Népal. C'était une zone frontière relativement couverte de forêts jusqu'au 19e siècle et pratiquement jusqu'au milieu du 20e siècle, parce que le Népal n'a jamais été colonisé et s'est toujours préservé finalement et a maintenu ses frontières fermées, et les étrangers, donc les Indiens et les Britanniques compris, n'avaient pas le droit de rentrer au Népal. Ou en tout cas, enfin, pour les Indiens, c'était un peu plus, ils pouvaient, mais c'était un peu plus compliqué. Et ça a été une zone pionnière, c'est-à-dire que quand l'Inde a fermé des zones et des frontières comme au Bhoutan, comme en Assam, etc., toutes les populations népalaises qui partaient, qui migraient en Inde pour travailler, n'ont plus pu finalement partir migrer. Et le pays a ouvert le Terai à ces populations des montagnes et les a poussées à défricher le Terai. Et maintenant, ça a été une zone dans des années 60 à 80 avec un afflux énorme de migrants venant des montagnes, descendant dans la plaine,
Ça, l'émigration continue, elle continue de se poursuivre de personnes qui viennent de la montagne pour s'installer dans la plaine. Et on est, par exemple, dans la zone où travaille Romain, on est à plus de 600 habitants au kilomètre carré. Donc, c'est une zone effectivement très densément peuplée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça veut dire effectivement des rizières partout. Il n'y a plus beaucoup de forêt. Alors maintenant, elle est protégée, donc on va essayer de la limiter. Mais ça veut dire aussi beaucoup de zones bétonnées, de zones, on va mettre des routes qu'on va surélever pour les protéger justement en cas d'inondation, mais tout ça, ça coupe aussi les flux d'eau. Donc en fait, ça a aussi augmenté, ça va modifier complètement la façon dont les inondations vont prendre place et elles vont parfois, ça va même parfois piéger toute cette urbanisation et cette bétonisation, je dirais, va piéger l'eau et va empêcher qu'elle s'écoule après à nouveau vers les fleuves. Donc parfois, et ça c'est une autre doctorante qui avait travaillé là-dessus, si autrefois des inondations pouvaient durer que 1 mois, 2 mois, et bien maintenant elles durent jusqu'à 3 mois, 4 mois parce que l'eau est piégée et ne peut plus s'évacuer de la même façon. Donc ça aussi, ça change complètement, le rapport à l'eau est complètement changé du fait de toutes ces transformations humaines, de la croissance démographique, des changements de l'organisation de l'espace, etc. et des territoires, quoi. Voilà, donc effectivement, ça ne fait qu'accroître et les températures, vous l'avez dit, en Himalaya sont beaucoup plus importantes. Au pied de l'Himalaya, elles sont aussi importantes, donc ça fait des problèmes pour les cultures qui deviennent. Enfin voilà, ça c'est encore autre chose. Mais si on en reste sur l'eau, ça augmente effectivement les problèmes. Bien, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu, on pourra le redévelopper alors peut-être une prochaine fois dans les mois qui viennent sur les parties himalayennes et puis de contreforts, etc. Sur la partie sociologique aussi qu'on a un peu abordée, mais la représentation, ça a été dit un peu par Olivier, un peu par vous-même aussi. Alors en aval, évidemment, de ces grands bassins, on est sur une zone, alors il y a des petits barrages, des aménagements, des digues et aussi des très grands barrages dans certains grands bassins qui ont été réalisés, qui sont en cours de réalisation, qui sont en projet pour certains. Je pense notamment au bassin du Mékong, mais aussi sur l'Irrawaddy, il y a pas mal d'enjeux et de discussions aujourd'hui, sur le Brahmaputra, bien entendu, sur la partie chinoise, sur la partie indienne, sur la partie bangladaise, un petit peu moins, parce que c'est la partie la moins pentue, donc la moins intéressante de ce point de vue hydroélectrique, sur le Gange et ses affluents, au Pakistan également, avec des tensions territoriales autour de l'eau, évidemment. Et puis, donc voilà, en aval, des tensions qui peuvent se répercuter sur les embouchures. Alors, on est sur des embouchures aussi très dynamiques. L'Himalaya est une montagne jeune par rapport d'un point de vue géologique, donc avec une érosion très très forte. On a parlé de l'eau, mais on aurait pu beaucoup plus parler aussi des sédiments qui posent problème, aussi des graviers, des sables, des argiles aussi qui peuvent poser problème en amont avec ou sans les aménagements. En aval, en tous les cas, si on regarde rien que la carte, on voit bien que le delta de l'Irrawaddy, par exemple, il est extrêmement dynamique. On voit bien cette avancée phénoménale qu'il amène sur l'océan. C'est la même chose évidemment sur la plaine du Mékong, enfin sur le delta du Mékong. C'est aussi la zone très extraordinaire que sont les Sundarbans entre l'Inde et le Bangladesh, j'en parlais rapidement. C'est le delta de l'Indus aussi, qui est une zone très très importante. Alors d'un point de vue hydrosédimentaire, bien sûr, d'un point de vue écologique aussi, le tigre du Bengale, mais aussi le delta de l'Indus aussi très très important. Et toutes ces zones-là, évidemment, sont sous pression. Alors la pression, elle vient de l'amont, avec les variabilités hydroclimatiques qu'on a évoquées. Les aménagements, donc de plus en plus, puisque en Asie, depuis 40 ans, enfin 30 ans, 40 ans, on construit beaucoup de barrages et ça continue. Ça met une pression aussi à l'intérieur des bassins, je pense notamment au Mékong, où donc il y a des constructions, certaines ont été d'ailleurs mises entre parenthèses, je pense en particulier au Cambodge, avec comme tête de pont, en tous les cas, de la contestation, le côté biodiversité, celle qui se voit en tous les cas. Je pense aux dauphins en particulier, qui ont mis entre parenthèses un projet sur le Haut-Cambodge, à la frontière du Laos. Voilà, en tous les cas, ces zones aval, on en reparlera et on fera une thématique spéciale sur ces estuaires et deltas sous pression de la partie amont, comme on le voit chez nous, en Gironde d'ailleurs, et dans nos fleuves européens, et aussi, alors ce qui est particulier peut-être, par rapport en tous les cas à l'Europe, dans l'océan Indien, voire même dans la mer d'Oman, puisque on a de plus en plus
de risque cyclonique d'un côté comme de l'autre. Et donc, cet étau, avec le problème aussi sédimentaire qui va jouer, le moindre apport sédimentaire au delta peut jouer sur l'intrusion saline. Alors voilà, donc c'est une autre problématique en aval, évidemment. Mais c'est pour ça que je disais, le point commun, c'est peut-être pour certaines zones en tous les cas. Alors, vous avez parlé du tourisme, c'est un peu le cas aussi, le tourisme, je pense en particulier au delta du Mékong. La Birmanie aussi était très, très touristique, enfin, il est encore un peu, mais avec toutes les perturbations. Les Sundarbans, un petit peu moins peut-être, parce que c'est vraiment une zone très, très difficile d'accès et où il y a le tigre qui représente encore une vraie menace pour l'homme, pour le coup, et même s'il est en grande difficulté, puisqu'il n'y a plus qu'à peu près 300 individus. Toutes ces zones-là sont aussi sous pression hydrosédimentaire avec ce risque cyclonique, cette intrusion saline, et donc avec une population très dense, et c'est, je disais, le point commun aussi avec au moins les contreforts, très dense, de plus en plus dense, et particulièrement sur les 40 dernières années. Il y a deux questions auxquelles on pourrait répondre qui sont arrivées dans le chat, peut-être. J'en ai eu une directement à moi, donc je vais quand même la poser à tout le monde. Les autorités prennent-elles des mesures de restriction par rapport aux usages de l'eau par l'afflux de tourisme dont les populations doivent souffrir? Alors, ça dépend ce qu'on entend par les autorités déjà. Si c'est l'État ou si c'est les villages ou si c'est… alors, on est dans des zones où l'État finalement n'est pas… Enfin, si présent, j'exagère parce que le parc est très présent, mais l'eau, étonnamment, ne fait pas partie des éléments qui sont traités par le parc. Il n'y a aucune restriction sur l'usage de l'eau de la part du parc. Alors que si, par exemple, vous voulez construire une maison et bouger un caillou, vous êtes obligé de demander au parc. Donc là, ça fait partie un petit peu des éléments qui n'avaient pas été, je pense, anticipés, puisque c'est une zone où il y a pas mal d'eau. Donc, ça n'avait pas du tout été anticipé. Et c'est géré localement par village. Donc, non, il n'y a pas spécialement de restrictions et c'est pour l'instant quand même à celui qui a les moyens d'installer le plus gros tuyau pour alimenter son lodge qui va réussir à avoir plus d'eau. C'est vrai que la question de l'eau, de toutes les façons, quand vous montriez une carte des densités de population et de l'eau, c'est vrai qu'en haute montagne, le problème, c'est vraiment celui du tourisme et de l'eau, et à certaines saisons seulement. Et ça, Olivia l'a dit, mais il faut vraiment insister là-dessus. C'est très saisonnier et lié au tourisme. Mais il n'y a pas de régulation pour l'instant. Pour l'instant, il y en aura peut-être, parce que quand il y aura de véritables pénuries, en tous les cas, il y en aura peut-être. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et sinon, par rapport à la question de à qui servent les barrages hydrauliques, alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, les premiers barrages dont j'ai parlé, qui sont complètement dans la plaine, ils servent essentiellement à l'Inde. C'est-à-dire qu'ils irriguent un petit peu au Népal, mais pas beaucoup par rapport à ce qu'ils irriguent en Inde. Ça, c'est une première chose. Sinon, quand vous parliez effectivement de cette manne, les autres barrages qui ont été construits davantage en montagne, pendant des années, on a entendu dire le Népal, sa richesse, c'est son eau. Il va pouvoir transformer toute cette eau en hydroélectricité et la vendre à l'Inde. Sauf que pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Et ça lui arrive parfois d'acheter l'électricité à l'Inde. Donc, en fait, c'est effectivement une manne, mais pour l'instant, qui reste plutôt mythologique, je dirais, parce qu'il n'y a pas suffisamment de développement hydroélectrique pour pouvoir le faire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est effectivement très important, et parce que le Népal est complètement dépendant des investisseurs étrangers. Et du fait de la guerre maoïste qu'il y a eu pendant 10 ans, ça a eu une instabilité politique qui n'a pas amélioré les infrastructures de ce côté-là et les investissements étrangers. Il faut croire aussi que la Covid-19 ralentit un peu les projets de construction de certains barrages qui ne sont pas finis. Oui, parce que les gens ne peuvent pas s'y rendre, effectivement. Pour l'instant, c'est la micro-hydroélectricité qui est développée dans les montagnes et dans les villages. Et là, il y a beaucoup de micro-électricité sans grand barrage. Non, dans tout ce qui est la région de l'Everest, c'est une des régions où il y a qui est les plus riches du Népal après la vallée de Katmandou pratiquement. Et il y a de l'électricité partout qui est liée, comme le disait Joël, à des micro-centrales, des turbines qui sont placées, qui utilisent donc l'eau des torrents. Et c'est pratiquement chaque village qui a sa turbine et qui a son électricité. Donc ça, là, ce ne sont pas des barrages, quoi. Les barrages, ils sont plus bas. Donc ça va dépendre un petit peu des endroits.
Mais donc, les barrages hydroélectriques servent au Népal. Sinon, les très grands barrages sont essentiellement financés par l'Inde et par la Chine dans la région. L'Inde, la Chine, la Banque mondiale, je pense aussi. La Banque mondiale a retiré des gros projets, je pense, ces dernières années. Au Népal, ce ne sont pas des barrages poids, ce sont des barrages au fil de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement mettre le barrage en travers de la montagne, inonder un petit peu, mais surtout, ils vont ensuite utiliser, par exemple, une rivière qui fait une boucle et passer en souterrain et rediriger l'eau plus loin, quelques kilomètres plus loin en aval. Donc, ce n'est pas des énormes barrages poids comme on peut en voir en Himalaya indien dans l'ouest, etc. C'est un petit peu différent. Il y a un seul barrage poids au Népal. Le reste, c'est des barrages au fil de l'eau. À Bordeaux, au passage, on développe la technologie des hydroliennes, des petites hydroliennes flottantes posées sur le fleuve. Donc, bon, je ne sais pas si ça s'adapte, mais c'est plutôt sur des fleuves je sais pas. de plaine, à mon avis. Bon, il y a un gros projet vers le Congo, notamment, pour l'adaptation de ces hydroliennes. Des petits villages, justement, c'est des petites unités. Qui se charge de nettoyer les rivières de Katmandou? Alors ça, ce sera une autre session. C'est un gros problème. Là aussi, lié au tourisme, en partie ou pas forcément? Non. Non, Le Katmandou qui a mushroom, comme on dit en anglais, qui s'est étendu de façon qui a grossi tels les champignons. Non, pas du tout lié au tourisme. C'est rien par rapport à la croissance démographique qui a été accentuée par la guerre du peuple, puisque beaucoup de personnes sont venues se réfugier à Katmandou. Donc là, vous parlez des déchets, je suppose, la question. Mais oui, mais du coup, ça fait des déchets parce que c'est pas traité en plus. Il n'y a pratiquement pas de traitement de l'eau. J'ai un ami journaliste qui avait fait un article là-dessus, et puis les choses qu'il disait, lui, c'était que principalement, c'est la ville de Katmandou qui engage des contracteurs, en fait, pour nettoyer des parties de la Bagmati. Et que voilà, mais il y a tellement de choses que c'est pas toujours bien fait, et comme il y a beaucoup de corruption, les contrats sont pas toujours hyper bien remplis, comme on peut le voir quand on passe au-dessus des ponts. Il y a un gros problème politique de gestion. Il y a beaucoup d'associations qui se sont mises en place pour gérer, parce que quand on passe au-dessus de la Bagmati, ça sent très mauvais. Donc, il y a déjà le fait que l'eau n'est pas traitée. Quand ça, c'est déjà un gros problème. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est de la pollution urbaine de la croissance démographique. Sans parler des déchets produits par les poubelles. Ça, c'est encore autre chose. Un autre sujet pour… Oui. C'est un vaste problème, ça. Pas d'autres questions, Olivier? Tu as quelque chose à ajouter? Simplement que dans cette question des barrages, ce sont des gros enjeux géopolitiques, économiques, transnationaux, et que finalement le poids des populations pèse peu malgré les protestations, bien que des fois avec la loi, les populations arrivent à retarder la construction de barrages. On l'a vu au Sikkim, mais le poids aussi des groupes tribaux ne pèse pas toujours assez pour pouvoir empêcher, si ça gêne les villages ou les paysages seculaires. Même le poids des États par rapport à la Chine, en fait, qui n'a signé aucun des accords internationaux, bilatéraux ou autres. Il y a des accords entre l'Inde, le Népal, le Bangladesh, mais la Chine ne participe pas à tous ces accords. Or, tous les grands fleuves partent du plateau tibétain. La Chine n'est pas dans la commission du Mékong, par exemple, mais par rapport au barrage, c'est vrai que c'est Nehru qui avait dit que c'était les nouveaux temples de l'Inde. La Chine, je ne connais pas de citation de cet ordre-là, mais je sais que les dirigeants chinois ou les anciens dirigeants chinois sont encore très, très actifs, d'ailleurs, dans la construction de barrages, notamment sur l'Irrawaddy, en Birmanie. Ou même sur le Brahmapoutre. Oui, sur le Brahmapoutre. Et des projets aussi, alors je ne sais pas si c'est de détournement carrément, puisque la Chine a des problèmes au nord, à partir du Brahmapoutre ou de ces rivières relativement abondantes. Puisque là, on parle aussi, comme je disais au début, de très grands fleuves par rapport à… donc, que ce soit l'Irrawaddy même, ou même encore plus le Gange, le Yangtze, etc. Le Brahmapoutre, bien sûr, de très, très grands fleuves. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir fait cette connexion aussi et à ceux qui sont présents à la Maison éco-citoyenne. Merci beaucoup, Joël Smadja, donc Olivier Aubrio et Romain Valado d'avoir accepté l'invitation et participé à cette séance. Merci à vous, c'était très plaisant. Ouais, merci beaucoup.
Voilà, et puis c'est un très vaste domaine. L'Himalaya, on ne peut pas le traiter en 1 heure et demie, évidemment. Toute la région de l'Asie du Sud et du Sud-Est, évidemment, encore moins. On n'a pas beaucoup parlé du Pakistan, par exemple, et donc des enjeux qu'il y a autour de l'Indus et des tensions entre l'Inde et le Pakistan. On en parlait à peine de la tension entre l'Inde et le Bangladesh. Je pense, vraiment une question. Je viens de terminer le bouquin d'Amitav Ghosh sur le grand dérangement, avec cette vision aussi de ce que sont les 40 dernières années vues de là-bas, en fait, et notamment de ce développement énorme de toute cette sous-région, autant au niveau démographique et avec les questions climatiques qui viennent par-dessus. Et les ressentis des populations. Alors, c'est vrai que moi, en étant au Bangladesh, discuter avec des gens qui sont en contact avec des ONG où il y a déjà un discours peut-être préformaté pour certains d'entre eux. C'est vrai que les études que vous avez faites ont pris garde, je crois, de passer en amont de ces préformatages de réponses à des questions ou à des problématiques. Ça fait beaucoup de thèmes qu'on pourrait creuser et qu'on pourra creuser à l'occasion plus tard. Donc, merci encore à tous, Merci. à toutes et à tous.